Le dernier train de déportés. Le 26 août 1944, un train de déportés politiques composé de wagons à bestiaux, parti la veille de Compiègne-Royalieu pour l'Allemagne, aiguillé sur des voies de secours suite aux bombardements et sabotages, arrive à Péronne-la-Chapelette vers 11 heures, où le pont du canal est détruit. Le train immobilisé et ne pouvant faire demi-tour, les déportés, environ 500, sévèrement gardés, traversent la ville et sont campés dans les pires conditions dans l'ancien camp de prisonniers désaffectés du Quinconce. D'un dénuement total, c'est grâce au réservoir d'eau du véhicule des pompiers venus dans le camp qu'ils peuvent enfin boire. L'avance américaine vers Péronne et anglaise vers Amiens étant des plus rapides, leurs gardiens préfèrent s'enfuir en catimini dans la nuit du 28 au 29 août. Surpris d'être libres, ils se répandent en ville dès le matin, où ils seront accueillis du mieux qu'ils peuvent par les Péronnais. Le 31 août 1944, les Allemands installent un simulacre de défense en bas de la rue Saint-Furcy, près des Moulins d'Amé, en pointant vers le faubourg de Paris un canon de 88 et un autre anti-char à 4 tubes. Ils mettent aussi en position une batterie d'artillerie à la sortie de Douai. La résistance poursuit ses actions de sabotage et de harcèlement de l'ennemi en déroute. L'Ibénor est chargé de Péronne, tandis que le BOA, qui a son PC à Sailly-Seizel, des opérations extérieures. Chez Émile Vermont, à côté du château, les armes commencent à sortir de leur cache, et le lieutenant Jacques Bourry, responsable militaire Libénor, prend des dispositions pour faciliter la libération de la ville. Le BOA, commandé par le lieutenant Géopuil, attaque à plusieurs reprises du côté du Bouchaven des véhicules bondés de troupes et des convois d'artillerie en déroute. Le 1er septembre 1944, très tôt le matin, le quartier du château, près de la maison Vermont, est très animé. Des résistants, anciens et nouveaux, auxquels se joignent les déportés libérés du camp du Quinconce, se rassemblent et sont armés. Vent de panique dans la matinée. Un commande-car allemand avec un soldat debout, mitraillette au poing, apparaît sur la place venant du faubourg de Bretagne. 2 officiers de grade supérieur sont aussi à bord. Ils s'avancent jusqu'à la rue Saint-Furcy, puis font demi-tour. Vers midi, après avoir pris des nouvelles de l'avance des Alliés sur Radio Londres, dans la loge du concierge de l'hôtel de ville, je veux sortir par la rue Saint-Sauveur. Impossible. Des balles traçantes traversent en long la file de colonnes du péristyle. Façade Louis XVI. Une mitrailleuse lourde allemande est en effet postée à l'angle des rues Saint-Sauveur et de la Caisse d'épargne. Elle vise la rue Saint-Furcy, et plus exactement l'hôtel Saint-Furcy, Madame Gaby, où des fenêtres du premier étage, des résistants tirent sur les derniers occupants qui se sauvent en camion Bosch. Roger Locuty. Monsieur Roger Locuty, employé administratif à la mairie de Péronne en 1944, m'a remis une copie de ses notes manuscrites relatant son vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Son témoignage sera essentiel pour la réalisation de ce document. Merci, monsieur Locuty. Une rumeur se répand bien vite. Les guetteurs, défense passive de la tour Saint-Jean, ont aperçu les avant-gardes US sur la route de Biache. Des ordres sont donnés à des résistants pour prévenir les Américains de la faible défense de Péronne. Sur la rive gauche de la Somme, le BOA est déjà en contact avec les Américains et continue les harcèlements de convois ennemis qui se replient en hâte. C'est ainsi qu'à Villers-Carbonel, après avoir détruit 2 engins militaires, que 3 résistants seront massacrés par les occupants du 3e véhicule revenu sur place.
Le terme massacré n'est pas trop fort, car blessés mortellement au combat, ils seront achevés par un coup de poignard à la gorge. Il s'agissait de Paul Baudelot, Bernard Capel, 16 ans et demi, Roger Tricotet, tous habitaient Bar-le. Contactés, les Américains veulent avant tout marquer une pause. Leur avance est plus rapide que prévu, ils doivent attendre le réapprovisionnement en carburant. Une avant-garde US se dirige tout de même vers Brie pour libérer les ponts tenus par les Allemands. Mais les défenseurs feront un mort chez les Américains, avant de faire sauter le pont et de s'enfuir. Une autre avant-garde se dirige vers le pont routier de la Chapelette, ouvrage primordial pour entrer dans Péronne. Elle surprend les défenseurs qui déguerpissent sans le faire sauter, et déjà des tirs se font entendre en direction du bas de la rue Saint-Furcy, en direction des canons postés la veille. L'ennemi s'enfuit, laissant 2 officiers tués, et les 2 pièces d'artillerie sabotées. L'équipe Libénor du lieutenant Jacques Bourry couvre cette attaque, rapidement menée. En début d'après-midi, ce 1er septembre 1944, l'entrée de Péronne est dégagée. La batterie d'artillerie allemande postée à Douai tire sur les Américains qui sont toujours de l'autre côté de la Somme, du côté de Biache, et aussi des obus fusant sur Péronne, l'un d'eux tuant une jeune dame, Madame Boucher, avenue de la République. Les nombreux curieux postés en haut de la tour Saint-Jean redescendront très rapidement après l'explosion d'un des projectiles à proximité. Sans doute ont-ils été repérés par les Allemands. Les Américains ripostent alors, guidés par un curieux avion tournoyant au-dessus de Péronne et reconnu par certains pour être un Piper. Peut-être touché, il sera contraint de se poser en urgence sur une route vers Biache. Les avions de l'US Air Force sont appelés et parachèvent la destruction des canons. En fin d'après-midi, les Américains, ravitaillés en carburant, décident de passer la Somme. À 19 h, Péronne est libérée par les Américains du 19e corps d'armée, commandé par le général Hodge. Un formidable défilé de troupes US passe et file vers Cambrai, Valenciennes et la Belgique, avec Charles Sherman et Alfrac, en se développant sur les routes annexes, libérant bourgs et villages environnants. À 19 h, ce 1er septembre 1944, les cloches de l'église Saint-Jean sonnent la volée des jours heureux, celui de la libération. Elles nous font oublier dans ce moment de liesse le tocsin lugubre des jours malheureux, comme celui du 3 septembre 1939, jour de la mobilisation. Au son des cloches, la population sort de ses caves ou abris pour rejoindre le centre-ville où une clameur joyeuse et indescriptible annonce le passage des libérateurs et la fin de l'oppression. « 1er septembre 1944, convoi de véhicules américains au quartier Saint-Sauveur. La population sort de ses caves pour acclamer nos libérateurs. » 1er septembre 1944, char américain, en haut de la rue Béranger. 1er septembre 1944, colonne de chars Sherman, remontant la rue Saint-Furcy. 1er septembre 1944, premier char américain, passant devant le château. 1er septembre 1944, char américain, avenue de la République. Album de famille.
Au soir du 1er septembre et pendant la nuit, la résistance prend possession des bâtiments publics. Un comité de libération formant un état-major local s'installe à la mairie dans la salle des votes, sous la présidence d'Émile Vermont et sous le commandement militaire du lieutenant FFI Bourri et des lieutenants de réserve Péchon et Rovillé, professeurs au collège. Cet état-major va tout d'abord s'assurer du déminage effectif du pont de la Chaplette, puis de la garde des plus importants points de la ville, ainsi que les établissements ayant un intérêt majeur pour le ravitaillement de la population. Comme un pied de nez, à la griffe apposée sur le livre d'or de la ville, le 6 juin 1940 par les troupes d'occupation, Émile Vermont, Henri Anglard, Raymond Péchon et Jules Rovillé le signeront aussi, ce livre d'or, le 1er septembre 1944, au titre du comité de libération. Toute la journée du 2 septembre, les FFI amènent des prisonniers allemands. Ils seront campés au château sous leur garde. Les habitants accusés de collaboration avec l'ennemi sont conduits à la mairie, et certains collabos, comme on le disait, sont enfermés au château. L'interprète de la feldgendarmerie et Momal le milicien sont parmi eux. Partout, la recherche d'éléments ennemis se poursuit et continuera encore dans les jours qui suivent la libération. Pour immortaliser cet instant, les gardes FFI du château posent armés devant la poterne d'entrée de la citadelle. Arrivée d'un groupe de prisonniers allemands capturés du côté de Ytre. Toujours le 2 septembre, une délégation municipale chargée provisoirement des affaires communales, composée de 18 membres, est créée, avec pour président Émile Vermont, qui fera fonction de maire. La première vice-présidence sera assurée par M. Henri Anglard, pharmacien, qui exercera quelque temps les fonctions de sous-préfet de Péronne, en attendant la réorganisation préfectorale. Madame Suzanne Daudré, veuve de l'ancien maire, sera la seule femme de cette délégation. Dans la région, la résistance continue sa recherche d'éléments ennemis. Quelques-uns de ses membres seront tués. Claude Namuroy à Nesle, Serge Marchandise et Eugène Marat à Étalon. D'autres seront blessés, Carpentier, Victor Gans. Des Péronnais et des résistants devant l'hôtel de ville. Pêle-mêle. Et il manque des noms. Vanier, Warnet, Larue, Claire, Petit Homme, Philippe, Pouchin, Franqueville, etc. Ici, il manque beaucoup de noms. Là, nous découvrons le lieutenant Bourri de Libénor, Jean Daudré, qui sera maire dans les années 70. Canon détruit, en bas de la rue Saint-Furcy. Les Péronnais rassurés viennent observer en famille les engins de mort cassés près des moulins d'Amé. Bien sûr, chacun apporte son grain de sel, mais tous, unanimement, clament leur satisfaction. Ce 2 septembre, chacun exprime sa joie comme il le ressent, la joie du cœur, la joie de vivre libre. Ici, Robert de Gouy à l'accordéon entraîne spontanément des gens heureux. Assurément, ils chantent leur joie. Le 3 septembre, sous le commandement du lieutenant Bourri,
Un défilé militaire est organisé avec la participation de tous les résistants présents à Péronne. Une cérémonie a lieu au monument aux morts pour la France, où se rend la nouvelle délégation municipale, suivie des résistants, et toute la population. Les 400 à 500 déportés libérés sont là. Ils expriment leur ferveur patriotique avec dignité, clamant toute leur joie et donnant à cette cérémonie un caractère pathétique qui fige tous les assistants, en particulier lors de l'exécution de la Marseillaise par l'harmonie municipale, où le refrain fut repris en chœur avec chaleur. La cérémonie au monument aux morts pour la France terminée, les résistants défilent en ville. Nous reconnaîtrons entre autres le lieutenant Jacques Bourry, les lieutenants de réserve Raymond Péchon et Jules Rovillet, enseignants au collège, Georges Puil, père du lieutenant Géo Puil, et aussi Georges Aubert. En tête, Robert Poignant de Moilin. Après le défilé, tout le monde se rassemble à la mairie, où de nombreux drapeaux sont déployés. On peut reconnaître de dos le lieutenant Bourry, et sur la chaussée, le lieutenant de réserve Péchon. Seule une petite délégation du groupe BOA, conduite par le lieutenant Géo Puil, a pu venir à la cérémonie. Le gros du contingent est resté à Sailly-Saillizel. La guerre n'est pas terminée. Le plan Paul n'est pas levé. Sur cette photographie, on peut voir Géo Puil, André Clerc, Marcel Doué, Jacques Warnet et beaucoup d'autres. Quelques anciens déportés ont voulu revoir les lieux où ils ont été enfermés. 3 d'entre eux posent à la porte du wagon à bestiaux qui les a transportés jusqu'en gare de la Chaplette. 2 autres se tiennent devant le camp du Quinconce. Dans le train de déportés échoué à Péronne, 86 religieux provenaient de la maison des Oblats de Brosse-Monceau, actuelle Seine-et-Marne. Le 24 juillet 1944, 5 des leurs avaient été torturés, puis exécutés, un par la Gestapo, devant la communauté rassemblée, car aucun ne voulait communiquer aux Allemands la cache d'armes des résistants du secteur. Sauvés d'un massacre certain par l'arrivée d'un colonel de la Wehrmacht moins barbare, le reste des Oblats est envoyé en déportation. La photographie d'un album de famille immortalise à Péronne 3 de ses frères rescapés. Le 4 septembre 1944, vers 5 heures du matin, un officier et 2 sous-officiers SS se présentent à la ferme de M. Anatole Hoquet à Temple-le-Guérard. Une 50aine de soldats fatigués attendent dans la cour. Leurs chefs réclament à boire et à manger, prennent toutes les réserves alimentaires du fermier et l'obligent même à traire ses vaches. Après cela, la famille Hoquet se réfugie dans la cave où un système de dérivation du téléphone fonctionne. Les résistants sont ainsi prévenus. Le lieutenant Bourry, responsable militaire Libé-Nord, obtient l'appui d'une section d'infanterie US. Tous commencent les manœuvres d'encerclement vers 9h30. Un commando de reconnaissance commandé par le lieutenant Bourry et l'adjudant Guéant, avec 7 hommes, pénètre prudemment dans la ferme à la recherche des SS, qui peuvent très bien être partis. Arrivé dans la grange, Guéant veut voir, et se trouve nez à nez avec un Allemand, revolver au poing, qui tire, le blessant en pleine poitrine. Les fridolins sont là, surpris en plein sommeil, et c'est aussitôt un vacarme épouvantable, ça tire de tous les côtés. Les SS, placés en hauteur, sont avantagés. Les hommes du lieutenant Bourry se réfugient derrière des balles de paille pressées qui se trouvent dans la cour. Ils répliquent aux fusils mitrailleurs et lancent quelques grenades.
La grange où le fermier avait caché des bidons d'essence prend feu. La bataille fait rage pendant 2 heures. Bilan des combats. Tous les SS seront neutralisés. 18 Allemands seront tués, 30 seront blessés, dont 8 mourront de leurs blessures, et 10 seront faits prisonniers. Côté français, il y aura 2 morts, Élie Auvray de Roiselle et Henri Lefebvre de Péronne, qui décédera quelques jours plus tard. Seront blessés Bourry, Guéant, Latel, Bervillers, Coulon, FFI de l'Aisne, ainsi que d'autres venus d'Hargicourt, et qui repartiront sans se faire connaître. À l'issue des combats de Templeux-le-Guérard, un prisonnier SS est exhibé par les Américains et promené dans le village. Un autre désarmé et gravement blessé sera massacré d'un coup de fusil par un habitant d'une commune voisine. Acte triste, sans honneur et inadmissible. Un camion arrive enfin, emportant prisonniers et blessés. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Les SS étaient des combattants aguerris, puissamment armés, heureusement épuisés par des nuits de fuite, sans sommeil. Les combats terminés, les FFI de Péronne rentrent en bus de Temple-le-Guérard. Les FFI, fiers de leur prise, exposent les SS à la population. Dans son ouvrage paru en 2003, intitulé « Itinéraire de soldats », le général Jacques Bourry, ancien élève au collège de Péronne, ancien des cadets de Saumur, qui ont héroïquement défendu les ponts de la Loire en 1940, y narre parmi beaucoup d'autres périples son parcours au sein de la résistance péronnaise. Moins glorieux, l'épuration sauvage s'accomplira aussi à Péronne. Des femmes seront tondues, des collaborateurs ou présumés l'être seront coiffés d'un casque allemand et promenés dans une remorque agricole, sous les colibés élarisés de la population. Les règlements de compte sont loin d'être terminés. À l'épuration sauvage des premiers jours succédera l'épuration judiciaire, exercée par des tribunaux et des administrations. À la rentrée scolaire du collège, Mademoiselle Solange Comte, directrice, grande admiratrice de la culture germanique, et surtout de cette discipline qu'elle voulait inculquer à ses étudiants durant l'occupation, se vit chasser manu militari de son établissement par des grands élèves. Relaxée, elle sera nommée dans un établissement beaucoup plus important. La délégation municipale, promulguée le lendemain de la Libération, s'installe officiellement le 30 octobre 1944. Nous reconnaîtrons entre autres Émile Vermont, président, Henri Anglard, premier vice-président, qui exerça à la Libération les fonctions de sous-préfet de Péronne, Monsieur Chausson, nouveau sous-préfet, Monsieur Cornu-Gentille, préfet de la Somme, Jean Loustalot, deuxième vice-président. Le 11 novembre 1944 est célébré à Péronne comme il se doit, dans l'ordre et la dignité. Mais ce 11 novembre 1944 a un goût amer. La guerre n'est pas terminée en Europe, ni même en France. Les Allemands sont à Belfort, Strasbourg, Lorient, Royan. Les prisonniers de guerre français sont toujours en Allemagne, et les restrictions de toutes sortes ne peuvent être levées. En cortège, précédé par les autorités municipales, la compagnie autonome FFI se rend au monument aux morts pour la France. Après une remise en état rapide du terrain, copieusement bombardé les semaines précédentes, l'USAAF
s'installe sur le champ d'aviation de Monts-en-Chaussée. Du 6 septembre 1944 au 1er octobre, c'est le 474e groupe de chasse doté d'avions P-38 qui occupe l'espace. Puis, jusqu'à avril 1945, ce sera le 379e groupe de bombardement, avec ses B-26 Marauders. Équipage du B-26 Marauder Sex Machine, basé à Monts-en-Chaussée. Admirez la décoration du nez de l'appareil. Pour exorciser le stress des missions, parfois sans retour, les aviateurs dessinent au nez de leurs appareils des figurines sorties de leurs imaginaires. Le pilote de ce B-26, Sex Machine, se nomme Lewis Burleigh Sheen. Le 10 novembre 1944, vers 2h30 du matin, un B-24 Liberator américain, top secret, de contre-mesure radar, touché en vol, on avouera plus tard par un tir fratricide, s'écrase au nord de Tincourt-Boucly. 6 membres de l'équipage purent sauter en parachute. 3 autres décéderont, coincés dans la carlingue. Le 26 janvier 1945, un B-26 Marauder, touché par la flaque, ne peut atterrir sur sa base F-72 de Monts-en-Chaussée à cause d'une violente tempête de neige. Les moteurs faiblissant, il est alors détourné sur la base de Cambrai, F-74, et s'écrase dans le bois de Buire, à 1,2 km de Tincourt-Boucly. Il y aura 2 morts. Where is it at? Où est-il? Était le nom de l'avion. Le 7 mai 1945, à 2h41, la reddition de l'armée allemande est signée à Reims. Pour satisfaire Staline, qui veut une capitulation à Berlin en présence de l'armée rouge, une nouvelle signature a lieu le 8 mai à 23h01 à Berlin, heure locale. Comme il est déjà 1h01 à Moscou, donc le lendemain, l'URSS et tout le bloc de l'Est fêteront la victoire le 9 mai. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. En France, le 29 avril 1945, ordonnance du 21 avril 1944 du gouvernement provisoire du général de Gaulle, les femmes votent pour la première fois à l'occasion des élections municipales. À Péronne, Émile Vermont est élu maire. Daniel Boinet, ancien maire, malgré son inéligibilité, est élu conseiller municipal. Il devra se retirer après 2 réunions. En 1947, élection municipale suivante, Daniel Boinet, relevé de son inéligibilité, est de nouveau maire. Il occupera cette fonction sans interruption jusqu'en 1971, où il laissera sa place à Jean Daudré. Cette carte postale de l'immédiate après-guerre vous présente Péronne un jour de marché. On y voit notamment la maison Larue détruite, qui sera remplacée par le square Marie-Fourré. Et en face, l'endroit débarrassé des ruines, de la maison Ménétrier. On peut aussi apprécier l'étendue des autres immeubles mutilés de la Grand Place, devenue après-guerre, place du commandant Louis Daudré. Notre présentation se termine ici. Un jour de marché. Malgré la guerre froide qui s'initie, la paix est revenue. Un grand espoir anime nos conversations. Et c'est déjà le baby-boom. Et bientôt, les 30 glorieuses.